Bonjour à tous et aujourd'hui nous nous retrouvons pour votre premier cours de SIG. Donc c'est des cours d'utilisation des systèmes d'information géographique euh, qui sont des logiciels que vous découvrez cette année pour la plupart d'entre vous. Euh, c'est une initiation sur le logiciel QGIS. Donc je vais vous donner quelques petits éléments avant de commencer. Déjà, on va aller, sur le site internet de l'université de Reims, dans le catalogue de formation, dans la licence de géographie et aménagement et on va aller chercher le programme de l'enseignement au semestre 2 et dans ce, tableau, vous pourrez retrouver l'enseignement de SIG 1, donc qui est le premier cours de SIG, dans lequel vous allez retrouver la description de l'enseignement, les objectifs de l'enseignement. Donc les objectifs globaux sont d'identifier, de sélectionner, d'analyser avec un esprit critique diverses ressources. Ce sera également d'analyser et de synthétiser des données en vue de leur exploitation. Donc c'est en gros aller collecter de la donnée, la mettre en forme et la mettre ensuite dans les SIG. Et enfin, maîtriser les SIG, en vue de développer des compétences directement valorisables sur le marché de l'emploi. Évidemment, en gros, ce que ça signifie, c'est que, à la fin de ces 24 heures d'enseignement, on voit ici, donc ici, donc ce qui correspond finalement à 6 créneaux de 4 heures, eh bien, vous soyez quand même globalement capable de comprendre comment fonctionne un SIG, de créer une base de données simple et de créer cette base de données en allant chercher par vous-même l'information que vous voulez représenter. Voilà. Donc, vous aurez bien évidemment le cours de SIG2 au second semestre et normalement, à la suite de ces 2 modules, vous serez prêt pour le marché de l'emploi. Même si effectivement, en 6 heures, ça va être un petit peu léger, mais j'attends de votre part, beaucoup d'investissement. Notamment parce qu'on a fait le choix cette année d'utiliser un logiciel libre, donc qui est QGIS, ce qui demande un certain travail pour, reproduire tous les cours, mais qui permet, de manière beaucoup plus simple à l'ensemble des étudiants, de se fournir le logiciel puisque QGIS est un logiciel disponible sur PC, sur Mac, sur Linux et sur Chromebook. Donc globalement, il y a des tutoriels sur internet, hein, pour le mettre sur, les autres, plateformes que, Chromebook, que PC, notamment Chromebook, hein. Si vous mettez juste, QGIS. Je donne cet exemple-là parce que c'est l'exemple qui m'est, le plus régulièrement demandé. C'est: «Ah, est-ce que le logiciel est disponible sur Chromebook?» Parce que c'est des PC pas chers et que du coup vous avez tendance à les acheter. Eh bien, cette fois-ci, contrairement à toutes les années, c'est vrai, QGIS est disponible pour ces plateformes-là et tout est expliqué, sur les forums. Voilà, là je vous donne l'exemple du premier forum quand marque QGIS Chromebook et ça vous explique déjà comment l'utiliser. Donc voilà, n'hésitez pas, si vous avez un problème pour installer le logiciel sur vos PC personnels, eh bien, vous pouvez venir me voir. Mais ce que ça signifie, c'est que globalement, je vais attendre de vous à ce que vous fassiez l'ensemble, des TD intégralement. Certains TD seront ramassés à la fin de la séance et là, bah, malheureusement, vous n'aurez pas le temps de terminer, le TD si vous ne l'avez pas terminé dans le temps de la séance. Par contre, ça ne veut pas dire que ça vous dédouane de terminer chez vous ce TD, même si la note, sera déjà donnée pour une raison très simple, c'est que c'est un enseignement qui est cumulatif et je considère que ce qui a été vu dans un TD ne sera pas revu dans les TD suivants. Il ne sera pas réexpliqué. Donc globalement, si vous n'avez pas acquis une compétence, elle va vous manquer jusqu'à la fin du semestre, elle vous manquera aussi au semestre prochain. Donc, il faut vraiment acquérir toutes les compétences de chacun des TD. Et ça passe par, si vous n'avez pas le temps de finir le TD dans le temps du cours, ce qui normalement est peu le cas, mais vous devez le terminer chez vous pour être sûr d'avoir toutes les compétences et ne pas prendre de retard au cours du semestre. Concernant d'ailleurs ces modalités d'évaluation, le cours a été passé cette année en contrôle continu intégral, ce qui signifie que globalement, vous aurez au minimum 3 notes et ce sera les seules notes que vous aurez. Il n'y aura pas de rattrapage. Donc, il y aura probablement plus de 3 notes, mais globalement, 3
3 de vos travaux seront ramassés, sachant que déjà 2 sont prévus. C'est l'examen écrit terminal qui n'est pas un examen écrit terminal si on le voit les choses simplement, qui est en réalité simplement, un TD ramassé à la dernière séance et que vous devez faire, seul. Voilà. Ça sera globalement dans l'ensemble du cours, le seul, moment où vous aurez à travailler seul face à votre ordinateur, puisque j'attends en fait de vous à ce qu'il y ait un maximum d'entraide. C'est-à-dire que, évidemment, je vais circuler dans la salle et je vais pouvoir répondre à vos questions, si vous en avez. Mais par contre, ce qui serait le plus idéal, c'est que vous vous entraidiez les uns les autres, finalement, pour progresser au maximum. Et pourquoi est-ce que c'est important de s'entraider? Au-delà du fait que c'est bien, hein, c'est parce que vous aurez un travail à réaliser chez vous, donc en devoir maison en quelque sorte, et à me présenter à l'avant-dernière séance. Sauf que ce travail, il sera en groupe et c'est moi qui choisirai, les groupes. Ce qui signifie que je voudrais pas entendre à ce moment-là: «Oui, mais monsieur, il a pas travaillé. Ah, mais il savait rien faire. Ah, machin». Bah, non, parce que vous aurez eu tout le semestre, pour vous entraider et faire en sorte que tout le monde ait un très bon niveau et que peu importe la personne sur qui vous allez tomber à ce moment-là, eh bien, ça ne vous dérangera pas parce que la personne sera tout aussi compétente que vous ou en tout cas, elle pourra compléter vos lacunes et vice versa. Donc, c'est à peu près toutes les informations que j'avais à vous donner sur le cours. Donc, si vous avez compté, ça fait déjà 2 notes qui sont sûres. Ça veut dire que potentiellement sur les 4 autres TD, 1 à 4 des TD seront ramassés et notés. Ces TD, voilà, peuvent être ramassés dans la séance ou, selon, la difficulté, on peut vous laisser jusqu'à, le dimanche pour les rendre, puisque le cours est le vendredi, ce qui vous laisse un petit peu de temps pour terminer. Mais ça sera en fonction, du matériel de chacun parce que, si l'intégralité de la promotion n'est pas en capacité, de travailler à l'extérieur du cours et bien évidemment par souci d'équité, Heu, les TD seront à rendre en fin de séance, même si évidemment de toute manière, c'est pas tout à fait équitable puisque certains pourront quand même, vraiment travailler un maximum chez eux parce qu'ils auront du matériel, alors que d'autres devront s'arranger avec des collègues pour trouver des créneaux, pour s'entraîner à la fac sur un PC qui n'est pas le leur parce qu'ils ont aucun moyen, de travailler. En tout cas, il y a toujours des solutions, donc j'attends à ce que d'une séance à l'autre, vous ayez réellement acquis l'intégralité des, compétences visées. Voilà, c'est tout pour cette présentation de l'enseignement. Je vais vous laisser avec un petit bout de vidéo qui va vous expliquer maintenant les bases, de la géomatique, simplement pour vous donner quelques notions élémentaires avant de rentrer dans le vif du sujet. Voilà, je vous souhaite un bon visionnage de la suite de la vidéo. Donc maintenant, je vais un petit peu vous expliquer, ce qu'est un SIG. Donc un SIG, c'est un système d'information géographique, comme je l'ai déjà dit. Qu'est-ce que l'information géographique? Eh bien, c'est toutes les informations qui sont associées, à un objet géographique. Donc là, on va rentrer dans un truc un peu répétitif, hein, mais qu'est-ce qu'un objet géographique? Eh bien, un objet géographique, c'est un objet qui peut avoir une adresse. Donc la question, c'est quoi une adresse? Je vous dis, c'est répétitif, hein. Eh bien, une adresse, ça peut être plein de choses. Déjà, ça peut être quelque chose de très vague, hein, comme ah bah c'est en France. Ça peut être quelque chose d'assez précis, mais pas très précis en même temps. Vous allez vite comprendre. Ça peut être dans le bâtiment, à gauche du bâtiment vert, à droite de la mairie, ce genre de choses. Hein, quand vous allez sur le terrain et que vous demandez la localisation d'un objet, eh bien, c'est bien souvent ce type d'information que vous aurez, hein, ou dans le jardin de Michel, hein, par exemple. Mais ça peut aussi être vraiment une adresse, comme on a l'habitude de voir, hein, 57 rue Pierre Tétinger, hein, à Reims, 5100 France. Par exemple pour l'université de Reims, enfin pour l'UFR, Sciences humaines et sociales. Et ce qui est beaucoup plus utilisé en SIG, hein, parce que ça, c'est vraiment des données plus pratiques, c'est des coordonnées.
Donc les coordonnées, ils peuvent être dans plusieurs systèmes de coordonnées. Donc je reviendrai peut-être après sur, qu'est-ce qu'un système de coordonnées, enfin on le verra dans le logiciel. Ça peut être la longitude et la latitude, mais ça peut être donné du coup soit en degrés, soit en mètres. Parce que si, quand vous prenez votre GPS, eh bien, faut savoir qu'en général les GPS, ils sont dans le système de coordonnées, WGS 84, donc c'est en longitude, latitude et en degrés. Donc voilà. Bon, il y a aussi d'autres systèmes de coordonnées, hein, comme le Lambert 93. Bon, c'est un peu comme longitude, latitude en degrés, sauf qu'en fait, c'est en mètres. Donc, vous avez l'axe X, l'axe Y et un certain nombre de mètres en X et en Y, et ça vous permet de vous localiser sur Terre. Donc, de toute façon, le but des deux systèmes de coordonnées, c'est d'avoir un jeu de coordonnées en longitude et en latitude pour se localiser à un endroit précis sur Terre. Et plus il y a de décimales et plus il y a de chiffres et plus on est précis sur l'endroit où est-ce qu'on est sur Terre. Voilà, donc ça c'est ce qu'on utilise, dans les systèmes d'information géographique parce que, il y a pas d'interprétation sur ces chiffres. Je veux dire, même 57 rue Pierre-Tétinger, eh bien demain il y a, un changement de politique, on décide, que le campus il est coupé en 2 et du coup il y a une partie qui est au 57, une partie qui est au 58 parce que, enfin pour X ou Y raison, après c'est le bazar. Alors qu'avec une coordonnée géographique, c'est jamais le bazar parce que ça sera toujours au même endroit sur terre. Donc c'est ce qu'on utilisera et de toute façon c'est comme ça que sont faits les systèmes d'information géographique. Donc maintenant, on peut se demander c'est quoi un objet? Eh bien, un objet, c'est quelque chose soit de physique, hein, comme, je sais pas, votre ordinateur, un bâtiment, une statue, ce genre de choses. Mais ça peut aussi être un phénomène. Donc ça peut être une inondation, un tremblement de terre, parce que, justement, les SIG sont très souvent utilisés pour représenter des phénomènes de ce type-là. Par exemple, raz-de-marée, à Haïti, eh bien, on va regarder, jusqu'où l'eau est rentrée dans les terres et on va faire une carte de ça. Parce que de toute façon, on va le redire à la fin, mais l'objectif, des SIG, c'est de faire de la cartographie. Enfin, c'est faire plein d'autres choses que de la cartographie, mais ça en fait partie et c'est à ça que je vais vous former surtout cette année parce que c'est ce qu'on demande le plus souvent avec la gestion de bases de données. Donc un objet, ça a donc une localisation, c'est géoréférencé, hein, c'est ça le mot. Ça a, des coordonnées, géographiques, donc c'est géoréférencé. Ça a une représentation en plan. Ça peut être un point, une ligne ou un polygone. Par exemple, si vous représentez une route, eh bien, sur votre plan, eh bien, vous allez faire une ligne. Si vous représentez, une piscine, vous allez faire un polygone. Mais si vous représentez une piscine de très, 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 très loin, vous allez faire un point. Parce qu'évidemment, si le zoom de votre carte ne permet pas d'apprécier les contours de la piscine, ça sert à rien de représenter sur un polygone, autant mettre un point pour dire: «Ça se localise ici». Donc finalement, un point, c'est toujours une ligne ou un polygone à une échelle, qui ne permet pas de les observer. Donc souvent des polygones d'ailleurs. Donc à ces points, lignes et polygones, eh bien, on va associer aussi des attributs. Donc ça veut dire que on associe tout un jeu de données à chacun de ces points. Donc un point, c'est sur la carte, c'est la localisation. Et à ce point, on va lui associer plein d'attributs. Par exemple, si c'est une statue, eh bien, on peut mettre l'âge de la statue, euh, le type de matière de la statue, le poids de la statue, ce genre de choses. Pour donner un exemple plus concret, parce que bon, je suis même pas sûr que ce type de base de données existe, même si, c'est quasiment sûr en fait. Heu, les routes, eh bien vous avez, sur un plan, enfin dans un espace, on va en discuter après, vous avez plein de lignes qui correspondent à toutes les routes de France, par exemple, et dans ces lignes, dans la table attributaire, c'est comme ça qu'on appelle ça, associée à ces lignes, eh bien, pour chaque ligne, on va avoir des données qui sont les suivantes. La largeur de la route, le type de voie X. Est-ce que c'est une voie pour les piétons, pour les vélos, pour les voitures, pour les poids lourds? Ça peut aussi être le type, entre guillemets de
enfin le type de voie, type nationale, départementale, communale, et cetera, et plein d'autres informations de ce genre-là. Donc, dans un système d'information géographique, donc un système d'information géographique, c'est un logiciel qui permet de représenter, et c'est important le mot «représenter» parce que derrière le mot «représenter», ça signifie qu'il y a une vision de l'auteur. Parce que, quand vous présentez quelque chose, c'est quelque chose de, entre guillemets, d'absolu. Je veux dire, un caillou, c'est un caillou. Enfin, ça ressemble à un caillou, ça en a tous les attributs. Quand vous montrez que c'est un caillou, vous le montrez, vous le présentez. Mais si vous le représentez, c'est, un petit peu plus une vue de l'esprit. Ça veut dire que vous y apportez votre subjectivité. Donc c'est important bien de comprendre que quand on fait une carte, on apporte son point de vue sur, ce qu'on est en train de représenter. Donc ça, on le fait dans un espace, qui est bidimensionnel, hein, donc ça peut être une carte, mais ça peut aussi être des blocs diagrammes. Ça, si on utilise ArcGlobe, ça peut être utilisé pour ensuite, transformer ça en bloc diagramme. Bon, je pense pas que je vous montrerai ça dans ce cours-là, mais en tout cas, gardez ça à l'esprit, c'est qu'il n'y a pas que des cartes dans le SIG, hein, même si c'est ce qu'on va voir. Heu, voilà. Donc maintenant, on peut, se poser la question de comment s'organise un SIG. Eh bien, un SIG, pour fonctionner, eh bien, on trie les informations par couche. C'est-à-dire que, comme je vous disais tout à l'heure, on a des lignes, des points et des polygones. Eh bien, on va trier les lignes avec les lignes, les points avec les points et les polygones avec les polygones. Ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que en général, on les trie, de façon thématique. Je veux dire, les routes et les rivières, bah, c'est souvent représenté tous les 2 par des lignes, mais on va pas les mettre ensemble. On va créer une couche route et une couche rivière, vous voyez? On va créer une couche point pour les monuments, une couche, polygone pour, les surfaces comme, bah, les terres agricoles, les zones urbanisées, ce genre de choses. Sachant que, bah, là, le thème, ça peut être, champs, et dedans, dans la couche, on n'aura que champs, mais ça peut être, plan d'occupation des sols, et là, dans ce cas-là, on aura, heu, les zones rurales, les zones urbaines, les différents types de zones urbaines, et cetera, dans la même couche. Donc les couches, elles peuvent être très spécifiques et très larges. Mais de toute façon, on va en voir des exemples durant le cours, donc ça sera, plus clair pour vous ensuite. Mais il n'y a pas que, malheureusement, des couches vectorielles, dans les, SIG. Donc les couches vectorielles, c'est les lignes, points, polygones, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi, les couches matricielles. Donc c'est un petit peu, bon, je vais vous expliquer ça simplement. Imaginez que vous avez une grille. Cette grille, elle est vide. Heu et dans cette grille, vous pouvez mettre dans chaque cellule, dans chaque, pixel de cette grille, vous pouvez mettre une donnée. Donc c'est un chiffre, et ce chiffre, il peut se traduire par des couleurs. De toute façon, il se traduira par des couleurs dans votre logiciel, mais ça peut soit être des couleurs en rouge, vert, bleu, soit, des couleurs en nuances de gris, et bon, bah, ces couches matricielles, ça peut être des photos, hein, par exemple, ça peut être des photos aériennes, hein, ça on en verra beaucoup dans les SIG. Ça peut aussi être, d'autres données. Tout à l'heure, on parlait, des événements, type, inondation. Eh bien, vous pouvez faire une carte, enfin, vous pouvez récupérer une carte d'une commune, de plan de prévention, des risques inondations, et la scanner, et une fois que vous la mettez dans votre logiciel et que vous l'avez géoréférencée pour qu'elle soit, au bon endroit, dans le logiciel, et finalement, sur la terre que vous représentez dans votre logiciel, eh bien, là, quand vous allez zoomer, bah, vous allez voir les pixels. Parce que quand on imprime quelque chose, ça devient systématiquement, un ensemble de pixels, et du coup, voilà, c'est des couches matricielles. Donc ce qui est important à comprendre, c'est que dans la très large majorité des cas, heu, une matrice de pixels, enfin de cellules, il y a toujours qu'une donnée dedans. Je veux dire, contrairement au polygone point, ligne,
qui sont vectoriels et qui ont une table attributaire qui peut être extrêmement riche, eh bien là, il n'y a pas de table attributaire, un pixel, une valeur. On ne représente qu'une information. Alors que finalement, votre, route, par exemple, eh bien, vous pouvez lui associer un certain nombre de données. Vous pouvez afficher autour, le type de route que c'est, heu, la largeur de route que c'est. Vous pouvez faire l'épaisseur de votre route en fonction de sa largeur et du coup, vous représentez une information supplémentaire. Alors que pour le matriciel, vous n'avez que la donnée qui est présentée initialement. Donc voilà, heu, pour conclure là-dessus, enfin sur, ce petit point de cours, hein, qui ne sera pas le dernier, eh bien, il faut je le répète parce que c'est vraiment très important, il faut vraiment comprendre que, un un système d'information géographique, son objectif, c'est de hiérarchiser les informations, les couches d'informations, heu, dans un espace qu'on choisit. Donc, qui a, on va dire un système de coordonnées choisi et du coup une localisation choisie, dans le but de répondre à une question et une question qui est une réponse cartographique, hein, puisque, au final, très souvent avec, un SIG, on produit des cartes. Donc, juste pour vous donner un exemple, si je vous demande où est-ce qu'est l'université de Reims-Champagne-Ardenne en France, eh bien la réponse, ça sera, une carte avec un point dessus qui dit: «Là, c'est Reims». Donc comment est-ce qu'on fait ça? Eh bien ça, on va y répondre dans la deuxième partie de ce cours. Voilà. Donc là, je m'arrête ici. On va passer sur une nouvelle vidéo dans laquelle je vous expliquerai comment faire une carte de localisation et donc ça sera l'occasion de vous présenter les logiciels de, SIG. Voilà.